Il a été désigné un représentant du ministère, c'est lui qui est entré en contact avec les coordonnateurs pour pouvoir avoir leurs coordonnées. Et après ça, nous avons essayé d'échanger avec 5 coordonnateurs de projet. Et eux, ils vont nous réaliser une fiche de monographie sur un carnet que nous avons donné. Donc après cette différente rencontre avec les coordonnateurs, il a été question de venir ce matin présenter ce que vous nous avez donné devant les autorités pour que nous puissions, s'il y a des difficultés sur le terrain, nous puissions ensemble trouver des approches de solutions pour pouvoir améliorer la visibilité du ministère au vu de la population. Donc, raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Donc, chaque coordonnateur va essayer de nous présenter la fiche de monographie qui a été envoyée à Socios pour qu'ensemble nous puissions voir au niveau de chaque projet quelles sont les difficultés, pourquoi le projet n'évolue pas. Le projet a 3 composantes. La première composante, c'est la construction de modules de salle de classe dans les départements d'application, Atakola, Donga. La deuxième composante, ça porte sur le pilotage pédagogique et administratif des établissements. La troisième composante est une aide pour des études dans le cadre du plan sectoriel en cours qui a été élaboré et qui est en cours de mise en œuvre. Donc globalement, en termes d'objectifs, c'est améliorer les capacités et les conditions d'accueil des collégiens par la construction et l'équipement de nouvelles salles de classe, améliorer la qualité des enseignants, améliorer le pilotage et la gestion des établissements, améliorer la qualité de l'enseignement des sciences, contribuer aux réformes structurantes pour la planification sectorielle. Les résultats sont liés à ça de façon spécifique, c'est accroître la capacité d'accueil au premier cycle des établissements publics et restructurer le dispositif d'encadrement pédagogique pour plus de possibilités avec les établissements, élaborer les référentiels des métiers et de compétences des acteurs de l'encadrement pédagogique, renforcer la capacité de l'UFPN et l'effectif des inspecteurs en activité et formaliser et implémenter la dimension vie scolaire dans les établissements, organiser la mobilisation sociale des communautés autour des enjeux de l'école et aider à améliorer le contrôle et le suivi des établissements. Le nombre de salles de classe construites et équipées. La performance réalisée, c'est sur les 248 salles de classe et 124 blocs de lacunes, 196 sont réceptionnés et 156 ont été mis en service, évidemment. Aujourd'hui, ça a évolué un peu. Les travaux de réalisation des autres modules sont en cours. Le nombre de places supplémentaires créées, 112 000 places supplémentaires sont créées. La révision du dispositif d'encadrement et d'animation pédagogique, le cadre conceptuel du RIAP est élaboré et on l'a approprié, testé auprès des acteurs et c'est validé. Production des référentiels des acteurs, à savoir les inspecteurs, les chefs d'établissement, les personnels de direction des établissements, à savoir censeurs, surveillants généraux. Les référentiels de l'inspecteur sont élaborés et validés et ont permis par la suite d'actualiser le curriculum de formation à l'UFPN. La formation de 50 nouveaux inspecteurs, le processus administratif est en cours. Il s'agira donc de recruter d'ici au 15 avril 50 nouveaux élèves inspecteurs et de les mettre en formation et le projet va assurer le financement de cette formation. L'arrêté du recrutement, interministériel de recrutement est en cours de signature. Formation continue des inspecteurs pédagogiques en exercice, y compris sur le volet scolaire. Au moment où on élaborait le projet, on avait des inspecteurs qui étaient nommés par arrêté. Mais avec le nouveau décret, le corps est créé et il ne s'agit plus de leur faire des formations continues, mais de leur faire une formation initiale du coup. Et ce changement institutionnel
n'a pas permis de poursuivre dans cette dynamique-là. Mais les réflexions sont en cours pour voir dans quelle mesure le projet va renforcer les ressources du ministère pour assurer la formation des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, excusez-moi, actuellement mis en service. Formation de 2000 animateurs d'établissement en exercice. En réalité, le concept du projet, c'est de mettre en capacité les animateurs d'établissement pour qu'ils puissent dupliquer la formation en direction des animateurs, des conseillers pédagogiques pour se dupliquer en direction des animateurs. Mais la formation des animateurs n'a pas encore eu lieu. Révision du profil d'accès des enseignants au poste de chef d'établissement. On l'a dit tantôt, nous avons élaboré les référentiels de métier et de compétences des équipes de direction, mais on a validé, et après validation, on a constaté qu'on n'a pas apporté l'information, on va compléter le tableau tout à l'heure. On a constaté qu'il y avait quelques coquilles et on a demandé au méthodologue de reprendre la relecture, parce qu'on ne peut pas éditer des documents avec les coquilles dans le secteur de l'éducation. Production de modules de formation. Les modules, les thématiques des modules sont identifiées, mais on a voulu programmer l'atelier d'élaboration des modules. Malheureusement, les directions en charge de la mise en œuvre sont mobilisées sur beaucoup d'autres activités et on n'a pas pu faire. On envisage donc de faire à la rentrée prochaine, dès le mois de janvier. Formation de tous les chefs d'établissement, c'est consécutif à ce qui est dit tantôt, mais nous avons déjà eu l'avis de non-objection de l'AFD, les ressources sont mobilisées. Et la formation pourra avoir lieu en janvier 2019. Et dans la version imprimée, il manquait le bout là, qui n'est pas pareil. Production de projets d'établissement par les équipes de direction. Nous avons lancé l'initiative et on a fait le cadre conceptuel des projets d'établissement et des contrats de performance intégrés dans le document que nous avons élaboré, à savoir le guide scolaire. Expérimentation des contrats de performance, elle sera effective après la formation des équipes de direction. 200 collèges accompagnés sur la vie scolaire avec une attention particulière portée aux enjeux. On est en route sur le processus. 82 établissements ont été impliqués dans le processus en phase conceptuelle. Les outils élaborés ont été testés et réajustés avec l'appui de 8 établissements et tous les établissements vont rentrer dans l'implémentation après la formation des équipes de direction. Formation des conseillers pédagogiques des disciplines scientifiques pour l'amélioration. On a fait l'état des lieux de l'enseignement des sciences, mais on n'a pas pu avoir le rapport. L'Institut ayant été instruit, sur instruction du ministre, mobilisé sur l'élaboration des référentiels et la réalisation de l'activité est reportée pour janvier et pour l'exercice prochain, de même que la formation des 5000 enseignants vacataires. Les 5000 devraient être formés par les conseils pédagogiques qui auraient été mis en capacité. Réalisation d'études d'aide à la décision. Nous avons organisé un atelier liminaire sur le modèle de collège et nous avons fait l'atelier de cadrage pour l'élaboration du document conceptuel du modèle de collège et la version provisoire est en cours de lecture par l'équipe technique mise en place par le ministre. Le projet a-t-il réalisé tel que prévu initialement, oui ou non, sinon justifié? Le projet est exécuté conformément à la programmation, à la convention, ceci dans la mesure où tout changement devrait être subordonné nécessairement à un avenant accepté par le projet, ce qui est difficile. Il y a 112 000. J'ai entendu 112 000. Oui. Mais c'est 12 400 qui sont là. Non, j'ai dit c'est 12 400. Ma langue a fauché. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est simplement, dans chaque classe, la norme c'est 50 élèves. Donc vous multipliez le nombre de modules de salle de classe par 50 élèves. C'est un projet financement AFD également à 100%. Et ce projet a pour objectif global contribuer à l'amélioration de l'accès et la rétention des élèves dans les collèges à travers un vaste programme de construction de 750 salles de classe dans les 8 départements de Guadeloupe, Sous-Colline et le Plateau. Comme résultat attendu, globalement,
nous avons deux résultats essentiels. Nous avons la mise en place du système d'information et gestion de l'éducation, SIGE, et la construction de 750 salles de classe et 370 blocs à 4 latines. Voilà les deux résultats essentiels sur le projet. En zone d'intervention, j'avais dit mobile volume, plateau, en ce qui concerne les indicateurs de performance du projet, il faut noter que le projet n'a pas connu une évolution en tant que telle. Du fait que plus de 80% du financement du projet est orienté vers les programmes de construction. Alors que jusque-là, nous n'avons pas du tout démarré sur le programme de construction. Et nous sommes à un niveau pratiquement zéro sur le programme de construction. Ce qui fait que en matière d'indicateurs de performance, nous avons pratiquement zéro. Nous avons l'indicateur que nous avons prévu pour la performance du projet, nous avons la matière du suivi des performances, le tableau de bord des établissements, les applications informatiques ici. Tous ces indicateurs-là seront bien renseignés si le recrutement là, on a prévu le recrutement d'une expertise technique appuyée à la mise en place des normes et outils de pilotage sur le projet Sens. Là également, on n'est pas au bout du tunnel parce que ce recrutement jusque-là n'est pas fait. Nous sommes à la phase de contractualisation de ce marché. Donc, bref, ces indicateurs, voilà, sont à un niveau vraiment faible. Tout est là. Le projet a-t-il été réalisé tel que prévu initialement? Bon, on dit oui, mais c'est vrai que avec le redéploiement de la TIE, qui était la structure responsable des programmes et activités de construction dans notre ministère, ça remet en cause vraiment une grande partie, le maillot du projet. Parce que c'est désormais l'assise qui prend le relais. Mais dans la convention de financement, on n'avait pas prévu ce schéma-là. Donc cette réforme institutionnelle au niveau des programmes de construction a agi énormément sur la progression du projet. Parce que l'AFD a mis pratiquement un verrou sur le projet du fait que cette réforme qui est prévue là, ils n'ont pas été associés et ils n'étaient pas informés. Je pense que cela a été fait finalement parce qu'il y a un courrier qui a été envoyé, le gouvernement a envoyé un courrier officiel à l'AFD et nous sommes en train de travailler pour lever les rouleaux. Mécanisme de réduction de comptes sur le projet. Alors, il y a un point d'exécution hebdomadaire, mensuel et trimestriel qui se fait à l'UPS, l'unité présidentielle du suivi. De même, un point trimestriel est fait au comité de suivi du PHG au niveau du ministère du développement du plan et développement. Quelle est la périodicité du rapport d'état projet? Alors, donc le rapport est fait par semestre, c'est-à-dire après le comité de pilotage, un rapport ici. Mécanisme de recrutement du personnel et de préparation des marchés. Alors, au niveau de préparation des marchés, le recrutement est fait parmi les agents permanents de l'État et au niveau de la PRMP. Ainsi, une commission de préparation des marchés est installée au sein du ministère. Maintenant, sur l'unité de gestion du projet, le coordonnateur du projet est nommé par le ministre et après l'avis de non-objection de l'AFD. Et nous avons également un chargé de suivi sur le projet qui est nommé par le coordonnateur après l'avis de non-objection de l'AFD. Il y a également les points focaux, les directions qui interviennent sur le projet, qui sont nommées sur proposition des directeurs techniques. Nous avons la DIE, la DAF et la TIP. Les mécanismes mis en place pour assurer le suivi participatif du projet.
Là, pour le projet, en une unité de coordination, formée du coordinateur, chargé de suivi, des points focaux du projet. La coordination, l'unité de coordination se réunit par quinzaine. Concernant le financement du projet, comme je le disais tantôt, le projet est à 100% ressources extérieures, AFD. Donc, nous avons la programmation du financement sur les 4 ans qui sont là. Le taux d'exécution financière, bon, là également, au moment où je renseignais, le projet il y avait pratiquement rien. Objectif spécifique. Au départ, c'était prévu de construire 2 nouveaux lycées modèles. Le lycée technique d'enseignement familial UFS et le lycée industriel tertiaire TINA. Rénover et réhabiliter 5 établissements pour accroître leur effectif de 500 élèves, en complétant les salles de construction, en réparant des bâtiments, en construisant des dortoirs, en équipant certaines infrastructures. Troisième objectif, c'était rééquiper 6 établissements en matériel mobilier conformément aux normes. Donc, comme résultat obtenu, le lycée EFS AHR d'Akasato est achevé partiellement et fonctionnel avec l'introduction de nouvelles spécialités. Parce que c'était confié à l'AGETIC, mais il reste une deuxième partie, c'était un R+2. Ils ont fait l'R+, il reste le second niveau à achever. Le résultat de le lycée technique industriel tertiaire TINA a été reconstruit et est fonctionnel avec l'introduction de la filière STAG. Donc 5 établissements de TFP, Natitengu, LT Pobert, LT Ouida, LT Natitengu, LT Adjawere ont été dotés de nouvelles salles de classe et aménagées. Les réflexions sommaires ont été réalisées au profit des établissements, de certains établissements qu'on n'a pas mentionnés. 18 spécialités dans 6 établissements de l'ETFP ont été équipés suivant les normes. 14 établissements publics ont été dotés chacun d'un véhicule pédagogique. C'était les résultats attendus, mais il n'y a pas eu de dotation en véhicule d'activité pédagogique. Les dortoirs des filles des lycées de Pobert de Boycon ont été mis en service. 14 établissements de TFP ont été dotés de manuels didactiques à raison d'un manuel pour 4 élèves et 11 spécialités disposent de manuels de programme en vigueur. Donc ce sont les résultats attendus par le projet. Zone d'intervention, c'était toute étendue du territoire national. Un taux d'exécution financière à 90%. Ce qui a été réalisé se chiffre à 75,88%. En 2017, taux financier cumulé 93%, cible réalisé 80%. En 2018, taux financier cumulé 95%, estimé 65%. Physique, 90% en 2016, réalisé 77%. En 2017, cible 95%, réalisé 82%. En 2018, 96%, réalisé 78%. Donc le taux d'exécution n'a pas été vraiment atteint en 2018. Donc, indicateur de performance physique. Nous sommes à 75,18%. Écart, 44,82%. Justification des écarts. Retard accusé cette année par... Parce que les activités programmées ont été prévues sur la ligne 27 pour le compte de la CIS. C'était la CIS qui était en charge des constructions. Donc on a eu à demander une réallocation, pour ça nous a fait perdre un peu de temps. C'est en fin d'année maintenant qu'on a pu faire la réallocation et on a pu faire certains ordonnancements et engagements. Donc, comme taux d'exécution financière, 47%, écart 53%. Justification, non-chargement des attentes des lignes, demande de réallocation de la ligne 27 qui a pris du temps, insuffisance des montants programmés pour certaines activités. Donc, on a eu à annuler certaines activités. Donc, le projet a-t-il été réalisé tel que prévu? Nous avons dit non. Les besoins pour lesquels le projet a été conçu sont encore d'actualité. Au regard des activités prévues dans ce projet, l'analyse des résultats obtenus et des indicateurs présentés dans les rapports de performance et aux documents du projet,
relève que le projet PCRETMP, bien que pertinent, a été confronté à de nombreux obstacles liés aux différentes orientations dont il a fait l'objet durant sa mise en œuvre. Normalement, le projet devait prendre fin en 2015, mais on a reconduit ce projet par année en prévoyant un montant pour le PTA. Vraiment, donc ça, et c'est suivant les orientations de chaque ministre qui passe que le PTA est conçu. Plusieurs des comptes restent impayés et s'accumulent chaque année sous forme de dette, ce qui entraîne l'arrêt des chantiers et leur mauvaise exécution. Périodicité des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. Mécanisme d'implication des parties prenantes, OSC, société civile, moi j'ai mis aucun. Mécanisme de recrutement du personnel de passation de marché, non réglementé. Parce que maintenant le projet est réduit à 2 personnes, au coordonnateur et au compte local. Donc les ex-coordonnateurs ont été suspendus. Donc, ce sont les points focaux et les gestionnaires de crédit qui ont en charge du projet. À Paubert aussi, les chantiers sont en cours, mais on n'a même pas la possibilité de voir ce qui se passe sur les chantiers. Il n'y a pas de point pour faire le suivi des chantiers, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de suivi. Alors, comme l'a fait le protocole de l'UFP, je vais, à partir de la fiche de monographie que nous avons enseignée, essayer de parler du projet de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures scolaires de l'USG. Alors, c'est un projet qui a été initié en 2010. Qui a pour objectif global d'améliorer l'accès, la qualité et l'équité de l'enseignement secondaire général. De façon spécifique, il vise à améliorer l'accès à l'enseignement secondaire général, assurer la qualité de l'enseignement dans les deux cycles, contribuer à la promotion de la scolarisation des jeunes filles. En termes de résultats attendus, il est question de construire 60 nouveaux CEG du premier cycle, soit 240 salles de classe dans les CEG existants sous forme d'extension, doter les établissements de 22 800 tables, construire d'autres blocs administratifs, 24 laboratoires sont appelés à être construits, 72 salles informatiques doivent être également construites, 720 latrines sont prévues pour être également construites, 100 points d'eau et 25 infrastructures sportives doivent être érigées. Donc voilà en gros ce qui était attendu du projet ESG. Alors les autres interventions du projet, c'est toute l'étendue du territoire national. Alors, les indicateurs de performance du projet maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Le taux d'accroissement du nombre d'élèves à l'enseignement secondaire général public est de 18,17% entre 2010 et 2015, selon le rapport du PDDSE. Alors, en termes de performance, on peut dire que le taux d'accroissement du nombre d'élèves à l'enseignement secondaire général public s'est accru de 36% entre 2010 et 2015 si on s'en tient aux données qui sont publiées dans le PSE, le plan sectoriel d'éducation post-2015. Donc il était attendu qu'on soit dans une fourchette de 18,17%, mais on a atteint 36% entre 2010 et 2015. En termes de coefficient d'efficacité interne du système, il était attendu qu'on soit à 1,5%. Le coefficient d'efficacité interne calculé au niveau du PSE, c'est de l'ordre de 0,66%, soit des écarts de 0,84%. Alors la justification de l'écart peut s'expliquer entre autres par le taux d'abandon, par le taux d'abandon
qui n'ont pas véritablement baissé sur la période. Alors, le taux d'accroissement du nombre d'élèves filles scolarisés est de 2%. Maintenant, le mécanisme de recrutement du personnel, oui, mécanisme de recrutement du personnel et de passation des marchés. Quel est le mécanisme de recrutement du personnel? Alors, je peux dire qu'avec l'avènement de la rupture et d'une meilleure gestion des finances publiques, l'unité de gestion du projet a été dissoute. Comme l'a dit tout à l'heure mon professeur, les projets ont été remis aux directions bénéficiaires. Donc, le PQUG est revenu à la direction d'enseignement secondaire général. Et là, il n'y a qu'un point focal qui accompagne le gestionnaire de crédit dans la poursuite des activités du projet. Il faut dire également que dans la réalisation des activités, nous sommes accompagnés par l'ACIS qui est chargée désormais de réaliser tout ce qui est infrastructure scolaire dans le secteur de l'éducation. On dit quelles sont les procédures de passation de marché. Alors la passation des marchés conformément au code des marchés publics est assurée jusque-là par la cellule des marchés du ministère, du marché ministère, en lien avec tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Mais il n'est pas de mentionner que c'est désormais l'agent de construction des infrastructures de l'éducation qui prend le relais. On dit quels sont les mécanismes mis en place pour assurer le suivi participatif du projet et la réduction des contre-bénéficiaires. Il faut dire que les membres des associations des parents d'élèves font la veille citoyenne et sont associés aux réceptions des infrastructures réalisées. C'est le rôle que le projet va jouer dans cette intervention, cette évaluation intellectuelle des enseignants qui défait la chronique actuelle. On allait inviter Assise pour qu'ils suivent déjà avec nous. C'est comme ça qu'on peut le faire, mais prochainement on va faire ça. Ça c'est notre première observation. Bon, je crois que le reste, ça on avait déjà marqué là. À la titre du sociologue, je vous remercie pour ça. Et à l'avenir, je voudrais que nous travaillions ensemble à peaufiner le canevas. Parce que j'ai trouvé que quand on a parlé d'indicateurs de performance, et que vous avez dit quelles sont les performances réalisées et vous avez parlé des écarts, il va falloir rappeler d'abord les cibles fixées. Si nous n'avons pas les cibles et que nous parlons directement de ce qui est réalisé, on ne va pas comprendre par rapport à quoi l'écart est mesuré. Donc je trouve qu'il y a une petite insuffisance au niveau du tableau des indicateurs de performance du projet et par programme. Mais cela n'entache en rien le travail, c'est juste pour améliorer le document. Et comme l'a dit le directeur, si nous avions piloté la séance ensemble, j'aurais proposé qu'on invite l'ACIS et l'UPS, qui sont aussi des structures impliquées dans le suivi, donc la mise en œuvre de l'ACIS. Et tout ce qui est du suivi, l'UPS est véritablement au cœur du suivi, parce que c'est à cette structure-là qu'on envoie les points hebdomadaires. Et nous aussi, nous allons faire des séances de révision de comptes au niveau donc, de l'UPS. C'est quand même bien qu'à de pareilles occasions qu'ils soient là et qu'ils participent au débat et qu'ils fassent des observations pour une amélioration de ce que nous faisons au quotidien. Pour finir, au niveau de la présentation de SENS, ça manquait de dire dedans que dans le cadre de la révision de comptes, il produit des rapports hebdomadaires. SENS, tous les projets le font parce que c'est une institution du ministre pour un suivi rapproché. Je le dis, c'est valable pour tous les projets. Hein. Dans le cadre de la révision des comptes, il a été institué par le ministre un rapport hebdomadaire qui fait l'état de ce qui est fait dans la semaine, les difficultés rencontrées et les perspectives. L'avantage de ce rapport, c'est de signaler à l'autorité les boulots d'étranglement qui bloquent l'évolution des projets. Et quand nous avons ces boulots-là, on les lève si on peut, et
quand nous n'avons pas les moyens pour les lever, on porte l'information vers le ministre à travers le rapport et lui-même il agit directement. En fait, je me suis déjà inspiré de l'expérience des CPC dans les communes pour le suivi des chantiers avec les mairies et je sais que cette veille que font les CPC améliore les prestations, met parfois une pression aux prestataires et améliore par conséquent la qualité des infrastructures. Et donc je voudrais proposer au ministère de voir de façon globale comment impliquer Social Watch dans ce processus, surtout pour les marchés de construction, pour que la société civile fasse ou joue son rôle de pression pour permettre la réalisation en bonne date des infrastructures. C'est surtout à l'actif du ministère, quand la veille citoyenne est bien forte, que ça permet qu'on évite les éléphants blancs, les chantiers qui sont abandonnés par endroits. Je voudrais aussi demander que la communication autour des réformes soit beaucoup plus amplifiée. Surtout quand on prend le PSE par exemple, on sait qu'il y a des nouvelles réformes dans le cadre du collège par exemple. Est-ce que les acteurs là-bas dans les collèges sont suffisamment informés de ces réformes? Est-ce qu'ils sont déjà prêts pour s'engager dans ces réformes? Donc j'ai noté que la communication autour de ces activités, par exemple des activités de projet, soit beaucoup plus améliorée pour que la population à la base soit informée de tout ce qui est en train d'être. Je vous remercie. Je ne comprends pas, quand elle exposait un certain niveau donné, quand elle donnait les résultats attendus au niveau sur 18 projets, 18 activités, il y a 13 réalisées en 2018. Elle est en train de lister que quelque part il y a des constructions et elle dit qu'il y a à des niveaux, il n'y a aucun suivi. Il n'y a pas de suivi. Mais à d'autres niveaux, il y a des suivis. Comment se fait-il qu'on attribue des chantiers aux gens, on attribue des marchés et il n'y a pas de mécanisme de suivi jusqu'à présent? Nous ne savons pas ce qui se passe sur le terrain. C'est ça qui a attiré mon attention. Je voulais partager simplement. Et je note que c'est surtout les ressources, les projets à ressources internes qui sont en souffrance comme ça. Initiative et commencer par faire une partie de l'intervention du CSE en ce qui concerne l'organisation. La VTP aurait été beaucoup plus impliquée. Après ça, et par rapport à la présentation du coordonnateur du projet Power Subé, quelque part concernant le taux d'exécution financière, j'ai constaté que en 2017, le projet était à un taux de 80,45% et est en train de passer à 37,8%. Je voudrais demander ce qui explique cette baisse drastique. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour relever la pente? En dehors de ça, dans les activités du projet, il est prévu quelque part, là on a dit que 2 ONG, Plan International Bénin et Aide et Action Internationale, sont en collaboration avec le projet pour dans l'exécution de ces activités. Bon, je voudrais savoir si ces ONG-là ont une convention ou un partenariat avec le ministère. Parce que étant au service de la coopération, je ne crois pas avoir vu une convention ou bien un document qui met en partenariat ces 2 ONG-là. Enfin, par rapport au projet, par ce que je ne me retrouve pas, il est dit quelque part que
les inspecteurs, les formateurs des matières scientifiques, maths, physique et SVT, seront formés. Mais finalement, c'est ce qui a été privé, mais finalement, que la priorité a été donnée à la formation des inspecteurs de maths et de physique. Qu'est-ce qui explique que les formateurs des SVT ont été, disons, retranchés. Tout ça là, c'est par rapport au projet PowerSD. Maintenant, par rapport aux autres projets, pour les projets de construction, qui ont été entachés, ou bien qui ont été entachés par la suppression, j'allais dire, de la DIE. C'est l'assise qui prend la direction des activités de construction au niveau de nos ministères de l'Éducation. Véritablement, au niveau des projets PCRI, EFTP, PCRI, ESG, je n'ai pas perçu ce qui a été fait réellement en 2018. Par rapport au projet Sens, le coordonnateur a dit cette difficulté compte tenu donc de la suppression de la DIE, la prise en charge des activités par l'assise, mais a dit ce qui a été fait pour corriger le tir. Mais au niveau des deux projets PCRI, là, je ne sens pas avoir perçu ça. Merci. Cet échange, on l'a eu quand on faisait la présentation du PTA au ministre. Donc c'est clair qu'on ne va pas fonctionner en marge des réformes en cours dans le ministère. Par rapport aux ONG, je crois que celui qui a posé la question pourra se rapprocher de lui pour qu'on lui donne les documents de convention et autres. Sinon, on va beaucoup échanger. Pour la question de l'ONG, sur le taux d'exécution, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui porte sur des réformes. Et cette année, les grosses dépenses, on devait décaisser un demi-milliard pour la formation des secteurs. Mais le bailleur est clair, si le processus de recrutement n'aboutit pas, si on ne signe pas le cahier de charge de la formation, aucun du personne ne peut être fait. Les élèves inspecteurs n'ayant pas été recrutés, on n'a pas fait le versement. On devait payer au moins 200 à 300 millions aux ONG. Les ONG n'ont pas été recrutés, le paiement n'a pu être fait. Donc ce sont ces activités essentielles pour lesquelles il y avait des préalables à régler qui ont fait que la performance sur l'exécution du critère cette année a été vraiment faible. Et enfin, il ne s'agit pas de la formation des inspecteurs, il s'agit de la formation des enseignants sciences. Et la cible au début du projet, c'était de former les vacataires. Et la question qui a été discutée était, faut-il former tous les enseignants vacataires sciences au risque de faire du saupoudrage et de n'obtenir aucun résultat? Fallait-il se concentrer sur les départements d'application et laisser les autres départements alors que le problème est le même un peu partout? Donc, en discutant avec l'Institut qui a la responsabilité du SCFT à l'éveil de l'activité et prenant en compte les réalités du terrain, on a dit que toutes les disciplines sont en souffrance, mais on se centrera sur 2 disciplines afin de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire pour la mise en capacité des enseignants vacataires. Et c'est justement cette problématique qui est en train d'évoluer, puisque le ministre dit que s'il faut former les enseignants en sciences, des vacataires sciences, il faut qu'on voit dans quelle mesure cette formation sera utile, en ce sens que ça va capitaliser les résultats de l'évaluation intellectuelle envisagée. Donc, c'est l'option qui est faite et à cette étape, c'est ce qui est retenu. Mais je ne sais pas ce qui sera exécuté au vu des résultats auxquels on va aboutir. Merci. Sur les projets de construction, avec la petite expérience complémentaire que je suis en train d'avoir sur le projet, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait vraiment un suivi. S'il n'y a pas de suivi, vraiment, c'est de n'importe quoi. Il faut attendre à de n'importe quoi sur le terrain. Et également, il faut qu'il y ait une identification crédible des sites. Une identification crédible des sites. C'est-à-dire, même avant de positionner, de planifier
les constructions, de voir là où il y a les besoins. Il faut faire une descente sur ces sites-là et voir vraiment s'il y a des besoins. Parce que souvent, nous travaillons sur les statistiques. Sur les statistiques, nous, sur le projet Sens, nous sommes actuellement en train de faire des missions d'identification. On a constaté que vraiment, il y a un gap. Il y a un gap avec les données sur lesquelles on travaille, mais par rapport aux réalités du terrain. Merci. Il était prévu 18 activités pour le PTA. Donc 13 sont en cours d'exécution. C'est surtout les activités de BOPA, finaliser BOPA. Donc, en faisant la mission d'attachement d'un chantier de BOPA, c'était pour le bloc administratif. Donc on a eu à faire aussi le suivi pour d'autres travaux en cours d'exécution sur le même site. Donc, il y a 6 nouveaux marchés qui ont été attribués récemment. C'est à cause du problème d'assises. C'était prévu, les constructions sont prévues sur l'assise. Donc, le retard de réallocation a causé la lenteur au niveau du lancement de ces marchés. Et 3 marchés, c'était des marchés prévus sur la ligne 62 ameublement. Eux, ils n'avaient pas de problème. Donc, on a pu finaliser très tôt ces 3 marchés d'ameublement. Donc, les marchés qui ont souffert, c'est ceux qui sont les marchés de construction qui étaient prévus sur la ligne de l'assise. Au sujet de la mise en œuvre du PTA 2018, je ne sais pas, ce n'était pas l'objet. Hein. C'était pas l'objet. Mais si vous voulez ce qui a été fait pour le compte du PPG au titre de 2018, je peux vous dire qu'à fin novembre, nous étions à un taux d'engagement de 39,96% et à un taux de lancement de 16,9%. Voilà ce que je peux vous dire à fin novembre. Mais la situation évolue. Petit à peu ce matin, je viens de croiser quelqu'un qui m'a dit que bon, certains dossiers également ont pu être ordonnancés. Donc on ne peut pas, à l'état où nous en sommes, vous dire avec exactitude qu'est-ce qui a été fait au titre de PPG en 2018. Nous annonce qu'il faut qu'on aille vite pour le partenariat dont on en parlait. Et que comme ça, ce serait encore plus officiel. Donc, on est ouvert. Et les gestionnaires, les coordinateurs, les conflits sont disponibles à nous accompagner. Quand je prends le projet ASM, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes à quel niveau d'exécution de votre activité? Les perspectives, vous voulez? C'est-à-dire en quelque sorte une feuille de route pour la suite. Oui, pour la suite. Au niveau de chaque projet, même si le DAC n'est pas là, avec eux on peut faire ce travail-là. On a besoin de séance, non? On va vous transmettre ça seulement. Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas possible. Non, si nous faisons le DAC, à cette étape, on ne peut pas s'engager sur une feuille de route tant que le PTA officiel du ministère n'est pas signé par monsieur le ministre. Il faut respecter la ceinture de l'autorité. C'est lui le gestionnaire du budget. C'est lui qui dit ok, je vous autorise à faire telle chose, tel jour, avant que nous-mêmes maintenant on dise qu'on a une feuille de route à établir. À cet état, le PTA est en train de finaliser. Comme le DPP l'a dit, comprenez que nous sommes ouverts. On ne cache aucune information lorsque les structures partenaires nous servissent, on a des informations. Je suggère que, je crois que vous allez faire une bonne utilisation des informations que nous allons nous accompagner. Parce que nous allons suivre l'utilisation que vous allez en faire, parce que nous sommes sur un terrain technique, mais également quand on pilote un ministère, il y a également la dimension politique. Moi, je vous remercie de l'initiative que vous prenez pour rendre un peu plus visible les activités que nous menons au niveau du ministère. Et pour conclure, je voudrais rappeler quelques observations utiles qui ont été faites pour que les fois à venir, l'initiative de l'exercice soit mieux réussie. Les gens ont suggéré que l'organisation soit avec ce qui est vrai, parce que j'ai entendu tout à l'heure que
beaucoup de coordonnateurs venant ici ne savaient pas qu'ils devaient présenter la monographie. C'est très important que quand on les lit très bien, que les commentaires soient clairs pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. Quelqu'un a également proposé que le canevas soit amélioré de fois à venir. C'est bien d'en tenir compte pour que le travail soit, la qualité de notre travail soit améliorée. Et, on a proposé également que pour les exercices à venir, que l'assise et l'IPS soient associés. Donc il faut que le rapport retienne tout ça pour que nous faisions quelque chose de mieux. Bon, un peu plus social work, on est en train de ressortir en pied de là. Social work, ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à démontrer. C'est déjà suffisamment impliqué. Nous suivrons également qu'on communique beaucoup plus sur les réformes. Bon, vous avez le sentiment que nous ne communiquons pas beaucoup. C'est plus intense qu'entendu. Nous allons, bon, je ne sais pas, je ne vais pas parler de ça, mais nous allons faire un effort pour que l'âge écho soit fait de ce que nous faisons, pour que les bénéficiaires soient suffisamment informés de ce que nous faisons. D'ailleurs, ça nous arrange de communiquer sur ce que nous faisons. Si on ne communique pas, ça nous arrange pas. Donc c'est en espérant que toutes ces observations seront prises en compte pour que l'exercice que nous avons fait les fois à venir soit amélioré, que je déclare clôturer les travaux. Je souhaite bon retour à cette réunion. Merci.